Hello hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. On se retrouve aussi sur Instagram à Famille et Voyage avec un S_blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. Vous connaissez le syndrome Wanderlust ? Mais si, ce besoin irrésistible de partir pour de nouvelles destinations en ayant toujours le prochain voyage en tête. C'est en tout cas un syndrome que Rose, grande voyageuse depuis ses 20 ans en mode solo, sac à dos et guide papier, aime à entretenir. Impossible pour elle de ralentir le rythme donc, même si son mari est moins aventurier qu'elle, les voyages en famille se sont enchaînés. Nous allons faire une pause aujourd'hui sur leur escapade en Bolivie avec leurs enfants de 9, 7 et 4 ans. Ils ont parcouru ce beau pays en commençant par Copacabana, puis La Paz, Sucre, Tupiza, le sud Lipèze et le fameux désert de Uyuni. Un émerveillement du début à la fin au cœur d'un voyage de 3 mois en Amérique du Sud. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Rose en Bolivie. Hello Rose! Salut! Comment ça va? Eh bien écoute, ça va. Où est-ce que tu te trouves? Eh bien écoute, je suis en France, donc chez moi, j'habite en Essonne. Avant de partir en Bolivie, est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es? Oui, avec plaisir. Donc moi je suis Rose, j'ai 41 ans. On a encore le droit de le dire, je crois, à cet âge-là. Mais à tous Et les je âges! voyage à tous les âges, c'est vrai. Et je voyage depuis plus de 20 ans, je dirais. Alors mon premier voyage, j'avais peut-être 20, 21 ans. Et j'avais décidé de partir en Afrique en humanitaire pendant mon école d'infirmière. Et en fait, j'ai vécu un voyage, j'avais jamais pris l'avion avant, et j'ai vécu un voyage en immersion magnifique. Enfin, vraiment, depuis ce jour, je suis piquée du voyage. Je travaillais dans une maternité, et puis aussi dans un dispensaire de brousse. On était hébergés chez des sœurs. J'allais au marché, je cuisinais avec la cuisinière. C'était vraiment de l'immersion, de la découverte complète. Donc après, j'ai fait quelques petits voyages en séjour tout compris, tu sais, comme on fait avec ses copines. Et puis du coup, je m'y retrouvais pas du tout, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai fait l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, des petites choses comme ça. Et j'ai dit non, c'est pas du tout ça que moi je veux revivre. Et donc, ça va être en 2007, j'ai pris mon sac à dos pour partir en Thaïlande 1 mois toute seule. J'ai jamais été seule pendant ce voyage. J'ai rencontré plein de monde. Et depuis, c'est resté. Ça a été un mode de voyage que j'ai adopté, que j'ai gardé et que j'ai initié à mon mari et puis ensuite à mes enfants. Voilà, pour moi, les enfants n'étaient pas un frein au voyage. Au contraire, je voulais vraiment absolument leur faire découvrir le voyage façon road trip, sac à dos. Alors maintenant, un peu plus valise à roulettes parce que mon dos ne me supporte plus le sac à dos. Mais voilà, en mode road trip et en mode découverte sans filigrane, sans itinéraire vraiment tout formé. Encore que quand tu pars que 3 semaines, 1 mois, tu es obligé. Mais sur plus longtemps, voilà, en se laissant porter. C'était ça qui est important pour moi. Quand est-ce que vous êtes allé en Bolivie? On est parti cet été. Alors, on est parti sur un projet initial de 6 mois en Amérique du Sud, qui finalement, pour des raisons de travail, c'est plus facile pour moi. Je travaille dans la fonction publique, donc je peux prendre une dispo ou je peux prendre plus facilement une coupure. Donc, j'avais de quoi poser 3 mois de congé et ensuite 3 mois de sans solde, dispo. Enfin, voilà, tous les arrangements étaient possibles. Mais l'employeur de mon mari, par contre, qui est dans le privé, ça a été plus compliqué. Donc, ça s'est transformé en 3 mois. Et donc, 3 mois, il a fallu faire des choix. Et on a décidé de faire, alors, il y a l'itinéraire de base et puis il y a l'itinéraire final. On a décidé en tout cas de commencer par la porte d'entrée du Brésil, qui était la moins chère et qui n'était pas du tout le pays qu'on souhaitait faire à la base, puisqu'effectivement, le but en Amérique du Sud, c'était pour nous Argentine, Pérou, Bolivie à la base. Et du coup, nous aurons fait Brésil, Pérou, Bolivie.
Et sur la fin, on ne savait pas trop. Et puis, il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup de galères pendant ce voyage. Et du coup, on est retourné au Brésil à la fin pour faire une autre partie parce que ce pays nous a surpris. Ça a été un énorme coup de cœur et donc on a souhaité y retourner pour se reposer parce qu'on a aussi accusé pas mal de fatigue quand même pendant ce voyage, hein. Ce sont des destinations qui sont éprouvantes. Donc, on a ressenti le besoin de se poser. On a choisi de se poser à la fin au Brésil. Donc, la Bolivie est venue vraiment au milieu de ce parcours de 3 mois. Quel âge avaient les enfants à l'époque? Alors, ils ont toujours 9 ans, 7 ans et 4 ans. Comment t'as organisé le voyage dans sa globalité, pas simplement la Bolivie? Comment tu te renseignes? Comment tu décides de tes itinéraires? Écoute, avant, j'étais beaucoup dans mes programmations de voyage avec le guide Lonely Planet et puis des cartes et puis le feeling des rencontres aussi, des conseils des locaux sur place. Là, c'est vrai que ce qui change de mes voyages précédents, c'est que ce voyage, on avait programmé de le faire il y a déjà un an. Et dans sa programmation, donc il y avait, donc j'avais dit 6 mois, on devait faire le Mexique, on devait faire pas mal de destinations. D'ailleurs, on devait arriver par le Mexique. Et puis au dernier moment, donc catastrophe, on n'a pas eu nos accords, donc on est parti l'année dernière 1 mois au Mexique et on a reporté d'1 an. Et donc dans cette organisation, on avait commencé à regarder sur Instagram et à créer notre compte Instagram et on a découvert une communauté de voyageurs super et on a eu plein de gens qui nous ont conseillé sur des itinéraires. Et puis voilà, on en a pris, on en a laissé, puisque le but n'était pas forcément d'avoir le voyage de tout le monde non plus. Mais malgré tout, on se retrouve quand même, voilà, on a fait quelque chose de hyper classique au Mexique, tout en réussissant à éviter les touristes, ce qui est un peu notre challenge à chaque fois. On est un peu sauvage sur ce côté-là. Et là, pareil, on a vraiment suivi pas mal de conseils de voyageurs, mais aussi notre instinct, ce que nous conseillaient nos hôtes. Voilà. Alors après, c'est pas possible de programmer 3 mois comme on programme des vacances. Nous, d'habitude, on part 3 semaines, on part un mois. Et ce que je fais sur 3 semaines, un mois, généralement, je réserve tous mes logements. Ok. Voilà. Enfin, notre vol aller-retour et les logements. Et puis, pour se rassurer, en fait, ça nous est quand même arrivé 1 ou 2 fois de se retrouver à 20 heures du soir dans une ville pas très sécure avec nos enfants sur le trottoir. Et ça, on s'est dit, c'est maintenant qu'il y a les enfants, en fait, on est un peu plus Faites plus dans attention. l'organisation, exactement. Alors qu'avant, je partais avec juste un billet, une nuit d'hôtel et puis on y va, quoi. Donc là, généralement, on prévoit. Donc, ce qui s'est passé pour ce voyage, c'est qu'on avait prévu les 3 premières semaines au Brésil. D'autant qu'on nous avait tellement dit que c'était insécure, que le Brésil, c'était compliqué, enfin, on s'en fait toute une histoire. Mon mari, qui est moins aventurier que moi, me disait, oh là là, tu es sûr, Rio, Sao Paulo, il me dit vraiment. Et j'ai dit, écoute, on va sur cette partie-là prévoir tous les logements, l'itinéraire et la sortie vers le Pérou, puisqu'à la base, on avait décidé de passer par l'Argentine et de remonter Argentine, Pérou, Bolivie. On voulait faire que des frontières terrestres. C'était aussi le but de partir 3 mois. C'était de rentabiliser à la fois la dépense financière, mais aussi écologique de l'avion. Donc, on voulait passer des frontières terrestres, mais bon, on a dû enlever l'Argentine et donc on a pris un vol après entre les chutes d'Iguazu, donc on a fait Brésil et côté Argentine, et le Pérou. Et là, après, on a passé par contre des frontières terrestres. Donc les 3 premières semaines étaient organisées, je savais où on allait. On changeait au fur et à mesure parce que c'est des réservations qui, la veille, tu peux annuler, écourter d'une nuit ou changer. Mais sinon, voilà, on avait le fil pour les 3 premières semaines. Ensuite, j'avais les villes point de chute au Pérou, mais rien ne s'est passé comme prévu. Et donc, heureusement que j'avais pas en tête un truc trop défini. Est-ce que tu avais des envies particulières, là plus précisément par rapport à la Bolivie, que ce soit pour vous, adultes, ou par rapport aux enfants? Alors, la décision de partir en Amérique du Sud, c'était pour les paysages grandioses que l'on voit en Bolivie, hein, et au Pérou. Donc, le but ultime, c'était le sud Lipèze en Bolivie. Enfin, on a vraiment hésité. Enfin, j'ai eu un gros problème de dos pendant le voyage et du coup, il a été question à un moment de rentrer. Et ça aurait été un échec cuisant si j'avais pas vu le sud Lipèze, quoi. Donc, j'ai dit, mais en fauteuil roulant ou en rampant, mais j'y vais, quoi. Donc, on y est, on y reste. Donc, voilà, on a tout fait pour que cette partie-là arrive parce que c'était alors plus mon rêve que mon mari, j'ai beaucoup de chance, me suit dans toutes ses aventures au bout du monde. Mais ça reste son coup de cœur à lui aussi. C'est vraiment grandiose. Je pense que maintenant vient un avant, un après. C'est-à-dire, on a vu le Sud Lipèze, on va toujours dire est-ce que c'est aussi beau que le Sud Lipèze ou pas, hein. L'Ouest américain est assez grandiose comme ça. Je pense que c'est assez comparable, je trouve, à ce qu'on a pu voir
mais encore un autre style. C'était vraiment magnifique. Après, pour les enfants, c'était notre plus grande angoisse quand même. C'était ce lieu-là, justement. Ah, bon, bah, ne spoile pas, on ira, tu nous raconteras tout ça quand on y sera. Quel a été, au final, même si c'était pas ce que vous aviez forcément prévu, ou de toute façon ça s'est fait au fur et à mesure, mais quel a été votre itinéraire, celui que vous avez vraiment vécu en Bolivie? Du coup, en Bolivie, on y est entré par la frontière terrestre, donc par le Pérou. Donc, on est arrivé par le lac Titicaca. On a fait quelques jours à Copacabana. Donc, après avoir fait Copacabana au Brésil, on a fait Copacabana en Bolivie. Mais j'ai découvert qu'il y avait un deuxième Copacabana, on ne m'avait rien dit. Tu as vu? C'est pas le même style, hein. Ah bah mince. Je te spoile pas, mais c'est pas le même style. Ensuite, on est remonté donc sur La Paz, qui est capitale de très très haute altitude, puis la ville de Sucre. Nous avions en tête à la base de faire une semaine en Amazonie bolivienne, ce qui n'a pas pu avoir lieu, puisque on a été directement dans le sud de l'Ipèze tant que ma santé me le permettait. Et on s'est dit, on verra après le sud de l'Ipèze si on va en Amazonie, et ce qu'on n'a pas fait. On a préféré calmer le jeu. Donc on a fait ces étapes-là, on est retourné, on a fait une boucle, on est retourné sur La Paz ensuite. Quand vous arrivez en Bolivie, bon, vous étiez déjà en voyage avant, mais c'est quoi vos premières impressions? C'est quoi les paysages, le contact avec les gens? Voilà, vos premiers pas en Bolivie, ça se passe comment? Du coup, quand on est arrivé en Bolivie, on était dans le bain, je dirais. Ça ressemblait beaucoup au Pérou. Effectivement, ça faisait un mois qu'on vagabondait au Pérou, qu'on prenait des bus de nuit, qu'on était voilà, dans l'ambiance vraiment péruvienne. Et du coup, le passage en Bolivie nous a pas perturbés, si ce n'est qu'on a trouvé des gens un peu plus froids qu'au Pérou, en tout cas au départ. Mais je pense que Copacabana, c'est pas forcément la ville la plus avenante. Très touristique certainement. Et du coup, voilà. Enfin, c'est vrai que j'ai ce souvenir d'essayer de sortir de ma barque là sur le lac Titicaca et de m'attendre à ce qu'on me tende la main, mais pas du tout. Pas du Démerde-toi! tout. Ce Bolivien m'a ignoré, mais complet. Et du coup, je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce qu'ils sont froids ici comparé au Pérou? Et en fait, par la suite, beaucoup moins. Enfin, c'est coloré, c'est comme au Pérou, très coloré. Ces Boliviennes là, avec leurs grandes robes, leurs chapeaux, toutes ces couleurs, les odeurs, les marchés. C'était dans la continuité du Pérou. C'était vraiment très chouette. Mais on avait quand même un standing de logement par rapport aux enfants qui fait qu'on n'était pas aussi près. Au Pérou, on a été chez l'habitant, alors qu'en Bolivie, on l'a pas fait. Donc, on n'était pas aussi près des habitants et des locaux qu'on l'aurait voulu. Ça, c'est resté malgré tout, je dirais, un contact de touristes à locaux. Ouais. C'est difficile, je pense, aujourd'hui d'avoir ces rapports que j'ai connus il y a 20 ans, effectivement, en Afrique ou dans d'autres pays. Ça reste quand même basé sur le tourisme maintenant, les rapports. Donc, à moins d'être solo en sac à dos, je pense que c'est encore possible, hein, vraiment chez l'habitant. Mais là, voilà, du coup, ça, c'est resté des rencontres dans le cadre d'un voyage touristique, on va dire. Mais sympathique. Ah, super, franchement, très chouette. Et puis, on a rencontré aussi des familles autour du monde pendant ce voyage. Donc, non, non, très chouette moment, ces quelques semaines au Pérou. Et en Bolivie, pardon. Mais Mais les oui, deux. plusieurs destinations. Alors, on va te suivre dans cet itinéraire. C'est quoi l'atmosphère au lac Titicaca? Tout le monde connaît ce lac, on l'a tous étudié, on a tous gloussé en entendant pour la première fois le nom de ce lac à l'école. Mais ça ressemble à quoi? Bah, écoute, ce lac, il a la particularité d'être très très haut, c'est surtout ça. Et donc en fait, on a eu quelques déboires, on va dire. Alors pas tant du côté bolivien, mais déjà du côté Pérou. En fait, avant d'arriver au lac Titicaca, on a fait une ascension sur un site péruvien qui s'appelle Palcoyo pour voir les montagnes aux 7 couleurs. Sur un site un peu moins connu et du coup un peu moins touristique, toujours pareil, on essaie d'éviter. Et donc là, on va frôler les 5000 mètres, hein. Et ça a été pénible, vraiment, c'est très court comme ascension. Attention, hein, ça dure 40 minutes, mais un pas après l'autre, c'est très très pénible l'effort qu'il faut faire. Et mon loulou là de 7 ans se sentait pas bien et je lui ai dit écoute, on va y arriver, un pas après l'autre, on va y arriver. Et en fait, le soir venu, mal des montagnes, vraiment, il était très très mal. Ça va que je suis infirmière, sinon je pense on aurait dû aller aux urgences. Il n'était pas bien du tout. Du coup, on est resté 3-4 jours bloqués. On aurait dû aller dans une famille au bord du lac Titicaca, puisque effectivement, c'est un peu l'expérience que tout le monde vit. Je pense que ça reste touristique malgré tout. Donc, on l'a pas fait. On est resté dans un hôtel à attendre de voir s'il allait respirer mieux et puis s'il allait aller mieux. Il était vraiment pas bien du tout. Et donc, on arrive en Bolivie sur le lac Titicaca avec ce petit garçon qui vient d'avoir 3 jours de mal des montagnes très, très intense. Donc, bah, on y va en douceur.
Arrivé à Copacabana, on a pris un hôtel confortable pour le coup, très original, très sympa. On a rencontré son propriétaire qui est d'origine suisse, si je me trompe pas, enfin qui parlait français, allemand, plein de langues, et qui construit lui-même des maisons très très originales sur le bord du lac Titicaca. Donc on s'est reposé là et on a fait une excursion sur Isla del Sol, donc qui est une île vraiment à 30 minutes de bateau de Copacabana. Et là, on a fait une rando, mais pareil, plus calme que celle qu'on aurait voulu. Il est possible, cette île, de rejoindre, enfin, de se faire déposer au nord et de descendre jusqu'au sud. Et en fait, tu as un temps qui est restreint, parce qu'entre le premier bateau qui te dépose au nord et le dernier bateau qui part au sud. Et donc, on s'est dit, bon, il va mieux, est-ce qu'on se le tente? Et en fait, ce matin-là, c'est même pas lui qui a posé problème, c'est le plus petit de 4 ans qui a dit aujourd'hui, je ne marcherai pas. Oh, Et qui nous a dit classique. ça d'un air très, très, très décidé à ne pas marcher. Et à 4000 mètres d'altitude, porter ton enfant de 4 ans, T'as pas envie? tu réfléchis à 2 fois. Donc, du coup, on a fait Isla del Sol, mais on a été au sud. Et on s'est dit, on va faire jusqu'à mi-chemin. On va quand même aller sur la route des crêtes. Et c'était magnifique. Vraiment, enfin, je conseille à tout le monde de faire la rando. Cela dit, les familles qu'on a croisées qui ont fait la rando l'ont fait un peu au pas de course en nous disant que effectivement, c'est court en temps. Mais nous, aller-retour, ce jour-là, on a quand même fait 8 km. Donc, c'est pas rien hein, pour un petit garçon qui voulait pas marcher. Hein. Et il a marché. Et il a marché. Et il a marché à 4000 mètres d'altitude. Hein. C'est ce lac qui est très haut. Et quand on est débarqué au sud, il faut monter sur la route des crêtes. Et c'est ça qui est la particularité, je pense, de la Bolivie. C'est que c'est une destination qui est éprouvante à cause de l'altitude. Pas tant du froid en journée. La nuit, c'est autre chose. Mais pas du froid en journée. Il fait vraiment bon. Comme on était plus haut du soleil, je sais pas, on avait chaud. Mais en tout cas, il fait vraiment bon. Mais non, c'était magnifique. En tout cas, cette partie du lac Titicaca, Isla del Sol, voilà, la balade sur le lac Titicaca. Copacabana en lui-même, il y a énormément de jeux aquatiques qui sont sur le lac. Alors du coup, ça dépayse un peu le truc. C'est assez spécial. Mais nous, on a des enfants, donc on y a trouvé notre compte aussi. Ils étaient ravis de faire de la bouée gonflable. Écoute, ça leur a fait la journée. Et surtout que en voyage comme ça, on leur demande beaucoup. Enfin, on essaie de jamais oublier que c'est notre choix à nous d'aller dans ces contrées lointaines et de marcher 10-15 bornes par jour. C'est pas forcément le leur, même si ils nous suivent, ils passent d'excellents moments. Et du coup, on alterne. Activité enfant, activité adulte. On essaie de faire en sorte qu'ils y trouvent leur compte. Donc, quand il y a des bouées gonflables à même pas 1 euro le tour, bah, allons-y. C'est clair. J'ai 3 questions par rapport à ce que tu viens de nous dire. Un, j'arrive pas à bien comprendre, mais j'aurais pu prendre une carte. Le lac Titicaca par rapport à Copacabana, c'est à côté? J'ai l'impression que c'est à côté quand on parle. Copacabana est au bord du lac. C'est ça, ok, très bien. Tu vois, notre hôtel était à 100 mètres du bord du lac. Ok, donc c'est beaucoup plus clair maintenant. Tu parlais d'hôtel original et de maison originale, donc évidemment, en quoi c'est original? C'était, je saurais même pas t'expliquer. Écoute, c'était entre la soucoupe volante Oh là. ah ouais non, c'était un hôtel. Alors je sais plus, il s'appelle Las Olas. Et si tu veux, il construit ces cabanes. Alors il y en a qui sont en hauteur, un peu dans les arbres. Il y en a, elles sont très originales. Elles sont oranges. Il y en a qui ont des formes rondes. Et en fait, elles sont en étage. Donc nous, on avait une petite résidence sur 3 étages. Ce qui fait que sur le dernier étage, il y avait juste un canapé et un poêle. Mais on avait vu sur tout le lac Titicaca. À l'étage inférieur, on avait notre cuisine et notre chambre à nous deux avec mon mari. Et au deuxième étage, il y avait les lits de mes enfants, mais qui étaient dans des espèces de barques de bateaux. Enfin, c'était un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs. À l'extérieur, on avait notre terrasse. Il y avait des poules, il y avait des lamas, il y avait des alpagas. Enfin, mes enfants étaient au bonheur là-bas. Il y avait plein de jeux de société. Ils nous amenaient des Monopoly, ils nous amenaient des jeux d'échecs. Bon, moi, j'ai un petit garçon qui est fan d'échecs. Donc, enfin, vraiment, on a eu une petite bulle là qui était très, très chouette. Alors, cet hôtel avait un coût comparé aux autres, mais voilà, on avait cette pause-là qui était nécessaire vu ce qui nous attendait après, vis-à-vis effectivement du mal des montagnes qu'avait eu notre loulou. Et puis c'est un coup de chance. Enfin, il nous a dit vous avez réservé une demi-heure après une annulation. Donc, enfin, Et comment tu l'avais trouvé? peut-être je l'avais vu sur Booking ou je l'avais vu sur un. Je pense pas l'avoir vu sur un compte Instagram. J'ai pas le souvenir d'avoir vu et de me dire C'était un ah peu du tiens j'irai hasard. là. Non non j'ai vu les photos sur Booking et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est original, c'est quoi ces maisons? Mais tu sais avec des vitraux colorés de partout, enfin vraiment très original et sur les hauteurs. Donc en fait on avait vu sur toute la baie de Copacabana parce que c'est aussi une baie du coup comme au Mais c'est pas la Brésil tu vois. même.
C'est pas la même. Et aucun regret. On a aimé les contacts avec ce monsieur qui était voilà toujours perché dans son arbre en train de construire la prochaine cabane. Enfin, c'était oui un logement parce que c'était pas des cabanes. Et puis voilà, ce poil là le soir venu, c'était très très bienvenu. Donc non, vraiment une vraie pause sympa. Je sais plus si je crois qu'on a même prolongé d'une nuit. On devait rester 2, on est resté 3, alors que Copacabana était pas du tout la ville où on souhaitait rester. Mais on était voilà, on était bien. Et puis les 3 loulous étaient en train de récupérer du sommeil aussi parce qu'on dormait bien, les lits étaient confortables, ce qui n'est pas le cas partout, hein. Donc on avait chaud la nuit, on a eu souvent froid la nuit, même au Pérou. Il y a des logements où vraiment les vitres sont pas du tout, enfin, t'es en plein air quoi. Il fait un petit 3 degrés dehors, donc non non il fait froid donc la nuit. Donc là on était bien, on a vraiment un bon souvenir, mais c'est pas voilà, c'est pas la ville de Copacabana. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Hormis aller sur Isla del Sol, il n'y a pas grand-chose à faire. Et ce fameux mal des montagnes, ça, est-ce que tu peux nous dire rapidement, c'est pas le but de faire une consultation en ligne, mais ça peut arriver à d'autres parents. Comment ça s'est déclaré et comment tu as traité ce mal des montagnes par ta formation sans aller aux urgences? On a quand même hésité à aller aux urgences. On était limite. Après, quand on part sur ces destinations-là, il faut emmener de la coca. Ça déjà, en homéopathie. Nous, on avait de la coca en homéopathie sur nous, donc je lui en ai donné, hein, avant, pendant le trek et après. Et il faut beaucoup boire. Donc déjà, ça, c'est les 2 choses. C'est pas forcément les parents qu'il faut alerter, c'est que tout le monde peut avoir le mal des montagnes, que ce soit un adulte, un enfant. Nous, notre petite 4 ans, on l'appelait le petit cabri. Enfin, d'habitude, on l'appelle petit chat et là, on l'a appelé petit cabri. Il courait partout, même à 4000 mètres d'altitude. Aucun problème pour lui. Quand on lui disait faut prendre l'homéopathie, la coca, il prenait parce que c'était sucré. Mais moi qui suis très asthmatique, j'angoissais beaucoup et j'ai pas eu le mal des montagnes. J'ai eu beaucoup de mal à respirer en altitude, mais pas le mal des montagnes. Non, nous, Loulou, il a vraiment, on a su qu'il a fait un mal. Déjà, il a commencé à somnoler dans la voiture quand on est rentré très très somnolent alors que on a un petit garçon qui a un trouble du comportement, donc qui est très très hyperactif. Donc du coup déjà on a tout de suite vu qu'il avait un comportement pas normal. Il ne parlait plus, il dormait beaucoup, ce qui n'est absolument pas normal pour ce petit garçon. Et puis le soir venu, j'ai vu qu'il avait du mal à respirer, il a le visage qui a complètement gonflé, donc c'est pour ça que je te dis qu'on était limite quand même. Il avait vraiment les joues toutes gonflées. Quand on lui demandait tu vas aux toilettes, il n'arrivait même plus à aller aux toilettes. Il n'était pas bien du tout. Je lui dis faut que tu ailles faire pipi, il voulait pas. Et puis voilà, le fait qu'il était les mains gonflées, les lèvres toutes bleues. Il était vraiment les lèvres toutes bleues. Donc j'ai dit bon, on est limite. J'ai regretté de ne pas avoir, tu sais, j'ai un petit saturomètre là, ce qu'on met au bout du doigt pour prendre la saturation. J'en ai un à la maison, je l'ai pas emmené. J'en ai un pour moi parce qu'en cas de crise d'asthme, j'hésite toujours à aller aux urgences et du coup j'attends d'avoir une. Les infirmiers ont dit une SAT dans les chaussettes, hein, tu vois, un chiffre vraiment très très bas. Et je me suis dit, oh là là, si je l'avais. Mais en même temps, je pense que si je l'avais eu, j'aurais vu que mon fils avait vraiment une saturation très basse et je serais allée aux urgences. Mais là, donc, on a appelé j'en ai parlé au chauffeur en fait, le chauffeur qui nous avait déposé à la ville qui était au bord du lac Titicaca au Pérou, on lui avait dit qu'on était inquiet pour notre petit garçon et il a pris des nouvelles. Les gens, ils sont vraiment, enfin, ils sont très très chouettes là-bas. Que ce soit les guides, les chauffeurs qu'on a rencontrés, on a lié vraiment des liens sincères et très chouettes et pas que basés pour le coup sur le tourisme. Enfin, on a nos guides qui nous ont emmenés leurs frères qui étaient médecins, pour prendre soin de nous. Enfin, c'était chouette. On a eu plein de péripéties médicales quand même. Celle-ci étant l'ultime. Et donc, il nous a appelé, il nous a dit comment va Lohan. On lui a dit, écoute, là, voilà, il me dit, envoie-moi une photo de comment il est, parce que vraiment, je lui dis qu'il est gonflé, les lèvres bleues, il me dit, ça fait peur. Il me dit, ah oui, il me dit, là, on est sur un mal des montagnes. Est-ce qu'il boit? Je dis, oui, j'arrive à le faire boire. Est-ce qu'il prend de la coca? Il me dit, oui. Il me dit, écoute, tu me dis, tu m'appelles jour et nuit, je vous emmène à l'hôpital s'il y a besoin. Je vais contacter un ami à moi qui est médecin. On vient vous voir en consultation demain à l'hôtel s'il faut. Nous, on a parlé avec l'hôtel qui nous a dit, vous prolongez le séjour, on va s'arranger, on va libérer. On avait 2 chambres, mais ils pouvaient nous en garder qu'une. Ils ont accepté qu'on soit tous dans la même chambre pour qu'on puisse rester sur place. Et puis on a attendu et on a fait une vraie pause, hein. Et la solution normalement, c'est de redescendre. Donc là, on était descendu de 5000 à 4000. L'ultime décision, c'était est-ce qu'on reste là et est-ce qu'il s'en sort là et qui tient à 4000 ou est-ce qu'on redescend? Le problème de redescendre, c'est qu'en Bolivie, c'est pas facile et que c'était pas prévu. C'était plutôt prévu qu'on remonte et pas qu'on redescende. Donc, il fallait absolument qu'il arrive à s'acclimater à 4000. Donc, à part le temps, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des médicaments qui existent, mais voilà, là,
il semblait aller mieux, je dirais, voilà, de 12 heures en 12 heures. Et donc, on a attendu. Il s'est remis à manger, il s'est remis à marcher, il s'est remis voilà, à avoir une coloration qui était normale. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, allez, on va essayer d'avancer en Bolivie. Donc, on est rentré en Bolivie et c'est aussi pour ça qu'on a dit, on reprend 3 jours de repos. Où là, effectivement, on avait le chauffage, où Loan remangeait. Et on s'est dit, bon, allez, maintenant, est-ce qu'on tente? On va à La Paz. La Paz, on monte un peu, c'est pour ça. Donc, voilà, on a avancé. Et c'était l'avantage de n'avoir rien de prévu, c'est-à-dire que là, on était vraiment dans un rythme que connaissent un peu les tours du mondiste, c'est-à-dire que sur un mois, on prévoit, on a un vol retour. Là, en soi, notre vol retour était 2 mois plus tard. Enfin, on n'avait pas de contraintes, si ce n'est à un moment ou un autre de se retrouver à Sao Paulo pour prendre notre vol retour, mais il n'y avait pas d'autres contraintes. Donc, on s'est dit, on prend le temps qu'il faut. Le but, c'était le sud Lipez. Le sud Lipez, il faut à nouveau aller frôler les 5000. Donc, Donc, vaut mieux qu'il s'acclimate. il fallait qu'il s'acclimate. Mais il faut emmener de la coca en homéopathie, ça c'est certain. Et ça lui a pris 2 jours? 2 jours oui, pour vraiment se sentir mieux. Ok, super. Bon, bah, après cet intermède médical, nous pouvons continuer l'itinéraire. Alors, vous faites quoi après? Donc après, on va sur La Paz, qui est la capitale. Alors, il y en a deux en Bolivie, La Paz et Sucre. Donc La Paz, je crois que c'est la capitale, je ne voudrais pas te mentir, mais constitutionnelle, et Sucre, la capitale administrative. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Je dois me tromper, mais en tout cas, il y a deux capitales. Et donc, on arrive à La Paz, qui est... on n'aime pas les villes. Enfin, je n'aime pas les villes. Mon Du mari, coup, mes enfants personne n'aime non n'aime les plus. villes. Oui, c'est ça. Je pense que je m'y sens pas bien. Je m'y sens oppressée. Il y a quelques villes que j'aime. J'aime New York, j'aime Londres, j'aime Paris, mais et encore, ça dépend des coins. Mais voilà, globalement, j'aime pas trop les villes. Et du coup, on n'avait pas prévu d'y rester longtemps, juste le temps nécessaire pour voir les points d'attraction touristiques. Et on avait plutôt prévu d'aller rapidement sur la ville de Sucre. Donc, on avait prévu un bus de nuit ensuite pour aller à Sucre. Et puis, mon mari a eu un fil conducteur, un fil rouge pendant tout ce voyage en Amérique du Sud, qui était les troubles digestifs. Il faut le savoir aussi, hein, quand on va en Amérique du Sud. Il y en a au moins l'un qui tombe malade. Et en l'occurrence, ouais, ça a été lui, tout le Pérou. Et là, à nouveau, à La Paz, Hmm. malade. Et voilà. Et quand tu es malade, un bus de nuit, pardon, tu l'envisages moyennement. Donc, du coup, dernièrement, je dis, je vais regarder pour un vol, hein, ce qui n'était pas du tout des vols internes, c'est pas du tout notre façon de voyager. Et puis, bah, vol moins cher et que le bus. Et 1 heure contre un bon 12-13 heures de nuit. Et donc, voilà, vu l'état digestif de mon mari, j'ai dit, allez, tu vas tenir 1 heure dans un avion, mais par contre, 13 heures dans le bus, ça va être compliqué. Et on voulait quitter La Paz. Sinon, j'aurais attendu encore, mais là, pour le coup, cette capitale-là, voilà, j'y étais pas bien, mais parce qu'il était malade, je pense. Et elle ressemble à quoi, cette capitale? Écoute, il y a tout le centre où on était qui était très sympa, avec plein de boutiques, mais alors du coup très touristique, hein, donc plein de boutiques qui vendent plein de choses, avec des petits parapluies colorés partout accrochés au ciel, donc ça c'est mignon. Et puis il y a un coin très typique qu'on appelle le marché aux sorcières un petit peu, où là quand tu y vas, ils te vendent toutes sortes de potions, d'herbes, et il y a des fœtus de lama séchés à vendre Ah, aussi. Et il y a des bébés lamas morts accrochés, mais c'est accrochés comme ça devant horrible! les devantures. C'est spécial hein, quand on aime les animaux qu'on a du mal à les manger comme moi. Oh! Mais, mais du coup, oui, c'est cette tradition-là. Donc, alors, il a fallu expliquer beaucoup aux enfants que du coup, dans leur tradition, ils enterrent des fœtus de lamas au pied enfin, en dessous dans les fondations des maisons. Donc, alors, mais c'est un quartier, tu vois, c'est pas toute la ville. Donc, il y a ça qui est très typique. Il y a beaucoup de téléphériques. Et c'est ça qui est chouette dans cette ville-là, c'est qu'il y a énormément de téléphériques qui te permettent de relier un point à l'autre de la ville. Et puis nous, on se dit, tiens, on va faire ça. On va prendre Ah, pour alors le les enfants, c'est téléphérique. cool. Ben oui, exactement. Donc on a pris le téléphérique rouge qui permet de monter au plus haut dans un quartier où il y a un grand marché très très chouette. On avait prévu de faire un super resto gastronomique qui est très très connu à La Paz. On l'a pas fait parce qu'il était malade, mon mari, Oh forcément. Mais mince! on l'a raté ça. Écoute, ça s'appelle le Cocina Popular. Je conseille à tous ceux qui y vont parce que pour 10 euros, tu manges un gastronomique incroyable en Bolivie. Donc, on avait prévu d'aller là-bas. Faut réserver et tout, hein. Du coup, on n'a pas été. Mais on a quand même pris le téléphérique rouge et tu passes au-dessus d'un cimetière. Alors, les cimetières là-bas sont très colorés, très en hauteur en plus avec des espèces de petites cases. Enfin, c'est vraiment typique. Et il y a un petit quartier aussi qui est fait de maisons toutes pleines de couleurs pastel, rose, bleu, vert. Donc quand tu le survoles comme ça en téléphérique, c'est vachement chouette. Et donc on a décidé de prendre la ligne la plus longue du téléphérique qui survole tout le haut de La Paz. On appelle ça El Alto.
une fois qu'on a fait tout ce tour-là en téléphérique, on a visité quelques quartiers. On a été manger voilà, dans 2-3 boui locaux pour goûter les saltenas, les chicharrones, enfin 2-3 spécialités boliviennes. Tout n'est pas excellent, hein. On s'est régalé au Pérou, on s'est moins régalé en Bolivie. Et puis bah, très vite, on avait fait en tout cas le tour de ce que moi je voulais ou pouvais faire seule avec les enfants. Parce que c'est pareil, hein, j'arrive étant malade, il y a des trucs qu'on a fait ensemble, des trucs non. Donc c'est aussi pour ça, on est parti assez rapidement. Et on a décidé de revenir plus tard, finalement. Tu vois, en fin de voyage en Bolivie, on a décidé de retourner à La Paz pour prendre plus de temps et apprécier cette ville différemment une fois que tout le monde se portait bien. Donc, on est ensuite parti sur Sucre. Ok. Et Sucre, gros, gros coup de cœur. Écoute, cette ville est très, très chouette. Il fait bon y vivre. À quoi elle ressemble cette ville? Alors, on l'appelle la ville blanche. Alors, elle n'est pas blanche, toute blanche, mais il y a pas mal de bâtiments qui, effectivement, sont blancs. Un peu comme Arequipa au Pérou. Alors, soit parce que c'est fait en pierre de Sillar, tout simplement, sont des pierres de là-bas. Et puis aussi, il y a un couvent qui est connu, enfin, il y en a même plusieurs, mais il y en a un où tu peux accéder au toit terrasse, et donc tu vois toute la ville de Sucre. Il y a des aménagements dans les parcs pour les enfants. Les restos sont très, très bons. La ville est propre, ce qui est quand même pas anodin. Quand tu voyages, notamment en Amérique du Sud, tu apprécies tout ce que la planète a à subir de bon et de moins bon quand même, hein. La pollution est omniprésente, je pense maintenant partout dans le monde, mais là-bas aussi en particulier. Les gens jettent par terre très facilement. Mais Sucré, moins. On n'a pas trouvé, voilà, on a trouvé cette ville, tout ce qui est le quartier autour de la place Mayo était très très chouette. Les visites qu'on a fait, puis c'était pas cher, donc on a fait voilà pas mal de petites visites. Il y a plein de petits musées, musée de l'or, enfin plein de petits musées très sympas. Et puis on avait trouvé un appartement là-bas, incroyable, mais vraiment gigantesque. C'était le bon plan de notre voyage. Je pense on a dû payer $20 la nuit, même pas, peut-être même pas. On avait une, deux, trois. Il y avait 4 chambres, je crois, trois d'ouvertes, mais il y avait 3 chambres. Un énorme salon cuisine. J'ai donné le plan à tous les voyageurs derrière. C'est-à-dire que d'ailleurs, il m'envoie des messages. Des fois, il me dit, c'est encore de votre part? Je fais oui. Et il fait le même prix. Il m'a dit, si ça vient de votre part, je fais le même prix. Tu dois absolument nous donner les coordonnées de cet appartement. Écoute, Juan Carlos, il s'appelait le propriétaire. Et donc, il est un peu excentré, mais après, nous, on est des marcheurs. Donc, c'est pas un problème pour nous de marcher 20-25 minutes pour aller au centre-ville. C'est pour avoir ce confort-là aussi de la maison, c'est-à-dire que je faisais des crêpes tous les matins à mes enfants, quoi. C'était trop chouette parce qu'on avait tout l'équipement pour. Que au pied de cet appartement-là, il y a eu une grande fête foraine qui a été installée, incroyable. Du coup, on a vu des jeux, mais d'un autre temps. Alors, ils sont très loterie, il y a plein de jeux de loterie, plein de jeux de manège. Enfin, les enfants ont passé un moment extraordinaire. À cet endroit-là, il y avait un marché de nuit qui s'installait aussi juste à proximité. Et en 20-25 minutes, on était effectivement sur la place centrale, un peu touristique, avec notre petit resto où on avait nos habitudes parce qu'on ne tombait pas malade. Et donc, à partir du moment où on n'est pas tombé malade, on a été tous les jours à cet endroit-là. Ne prenons pas de risques. C'est l'angoisse du mari. Bah oui. Là, c'est bien là. Là, c'est une valeur sûre. Donc, on allait toujours dans notre petit resto, on avait nos habitudes, à tel point qu'un jour, on n'avait pas la bonne table. Et mon fils, qui est très ritualisé, me dit, mais c'est pas notre table, là, c'est pas possible, ils ont pris notre table. Je fais, enfin, nous ne sommes pas chez nous quand même. Et donc voilà, on a vraiment passé du bon temps. On est resté au moins 5 jours, alors que c'est une ville qui en soi se visite en deux, hein, mais encore une fois, enfin, si on était bien, on prolongeait, si on était moins bien, on écourtait. Et c'est un rythme de voyage voilà, qui nous correspondait. Donc voilà. Ok, et ben alors continuons pour la prochaine étape. Écoute, l'étape suivante aurait dû être l'Amazonie. C'était un peu le but d'aller en Amazonie. Et puis, en fait, je me suis blessée entre le Brésil et le Pérou. C'est-à-dire, au bout de 3 semaines au Brésil, enfin, j'ai perdu un être cher en octobre 2022. Et en novembre, 3 semaines après, je me bloquais le dos, mais d'une manière que je n'ai jamais eue. À tel point que je ne pouvais plus m'asseoir, je ne pouvais plus rester assise plus de 10-20 minutes à mon travail, j'étais allongée par terre. Enfin, ça a été une très très long. Et donc, on était au mois de décembre, on partait en juin. Donc, pour te dire, c'était court. Donc, 10 jours avant de partir, j'ai eu 2 infiltrations rachidiennes. Moi qui ai très peur des aiguilles, je me suis dit, c'est nécessaire pour pouvoir partir. Une infirmière qui a peur des aiguilles. Mais tu sais que c'est fréquent? Mais c'est vrai? Oui, oui, c'est super fréquent. C'est-à-dire, moi, mes grossesses, c'est la pire épreuve pour moi. On m'a fait des piqûres tous les mois.
Ah non, 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 j'ai très très peur des aiguilles. Mais t'arrives à bien gérer pour les autres. Et je l'ai fait très très bien. De fait, comme j'ai très très peur, je les ai toujours fait très très bien. On m'a toujours dit, vous ne faites absolument pas mal. J'ai dit, c'est un principe. C'est-à-dire, je suis devenue infirmière, je ne pouvais pas faire mal avec une aiguille, c'est pas possible. Non, donc du coup, voilà, j'ai fait ça avant de partir, 10 jours avant de partir, ça allait mieux, je pouvais me rasseoir, je pouvais remarcher. J'ai jamais eu envie d'annuler le voyage parce que je pouvais marcher. À la différence de plein de gens qui ne peuvent plus marcher, moi, être debout et marcher, ça ne posait pas de problème. Être allongé ne posait pas de problème. Donc je me suis dit, il faut juste éviter d'être assise. Donc, à part le vol aller où j'appréhendais énormément, et finalement, j'ai beaucoup marché, puis mes enfants dormant sur mon fauteuil, je n'avais pas trop le choix. Ils se sont un petit peu étalés. Donc, ça s'est bien passé au Brésil. Et puis, en fin du Brésil, on va à une cascade qui s'appelle Tobogão, qui porte bien son nom, c'est un toboggan. Et on était tout en haut et on dit à nos enfants, vous restez bien là, sinon ça glisse. Et comme je te disais, on en a un qui est particulier et qui n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Donc, il a avancé et il a glissé. Aïe. Et donc, comme il a avancé un peu, je me suis dit, ouloulou. Donc, il se retenait comme il pouvait. Et je me suis dit, je vais avancer à mon tour et je vais l'extraire de là avant qu'il glisse tout en bas de la cascade à 10 degrés quand même. Donc, tout habillé. Donc, je l'ai attrapé avec la main. Et puis, il a tiré très fort, ce qui fait que je suis tombée lourdement et bêtement sur les fesses. Mais que je me suis fait très mal à ce moment-là, fraîchement rétabli de mon problème de dos. Et donc, j'ai tenu 2 jours et suite à quoi je ne pouvais plus marcher, par contre. J'étais en fauteuil roulant quand je suis rentrée au Pérou. Vraiment, Mhm. je ne pouvais plus rien faire. Donc la question du rapatriement s'est posée. Et puis finalement, j'ai réussi à être soignée au Pérou. J'ai rencontré une péruvienne qui m'a amenée chez elle, qui m'a fait rencontrer son ostéopathe, qui a décrété que oui, j'avais quand même une côte fêlée et le bassin déplacé et que je pouvais avoir mal. Donc qui m'a soignée. On est resté un long moment à Arequipa au Pérou pour ça. Et donc j'allais mieux. En Bolivie, j'allais mieux. Mais je sentais quand même que C'était là. c'est ça. J'avais très peur de me dire, si je vais en Amazonie à dormir sur du dur, dans des hamacs, dans le froid ou peut-être dans le chaud ou à faire des grandes balades en pirogue, est-ce que je vais avoir mal et est-ce que du coup derrière le Sud-Lipès, ça va être compliqué? Et comme notre but ultime, c'était le Sud-Lipès, on a dit, on y va. On a contacté notre guide qui nous a dit, c'est OK pour moi dans 2 ou 3 jours. Et donc, on a été directement à Tupizza, qui est une des portes d'entrée pour le Sud-Lipès. Tu peux le faire soit de Uyuni, donc qui est à la ville du Salar, à Tupizza, ou de Uyuni à Uyuni, ou tu peux le faire à l'envers, qui est soi-disant le moyen le moins touristique, mais il y a de plus en plus de gens qui le font comme ça. Ça reste moins touristique quand même parce que quand tu es à Tupizza, tu as 2, 3 agences, alors qu'à Uyuni, tu n'as que ça, des agences qui te font l'excursion. Donc on a été à Tupizza, on est resté 2 jours à Tupizza, qui est très très chouette, cette ville. Enfin, pas la ville, mais les alentours. Qu'est-ce qu'il y a de chouette? Il y a un canyon là-bas. Très, très chouette. C'est très beau. Ça m'a rappelé, tu sais, l'Ouest américain, justement. Ah. C'est rouge, les terres sont rouges avec ces roches là qui sont toutes effilées, toutes pointues. On a fait des vues de drone sublimes là-bas. C'était vraiment très chouette. À la base, il existe une balade en cheval là-bas. Et pareil, hein, on s'est dit Ah que non, c'était le pas sage dos, pour moi. Et non. oui. Donc ça a vraiment chamboulé tout notre voyage. C'est-à-dire que, alors oui, on a vu plein de familles sur Instagram le faire à cheval et ça avait l'air formidable, mais nous, on l'a fait à pied. Eh ben, c'est bien aussi. Voilà, on l'a fait à pied parce qu'au moins c'était une valeur sûre. Je savais que je pouvais marcher. Donc on est monté en tuk-tuk jusqu'à l'entrée de cette balade-là. Et on a fait toute la partie à pied qu'on pouvait faire. Alors j'imagine qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais on a vu vraiment des paysages super chouettes. Et puis on est retourné ensuite sur la ville qui était notre point de départ. Donc on a rencontré notre guide qui s'appelle Oshin, qui a été exceptionnel avec nous. Très très belle rencontre qui nous avait été conseillé par une famille justement, Delphine et Vincent, donc du compte Instagram Fort en Backpack. Voilà, très chouette famille avec qui on discute souvent et aucun regret. Enfin, vraiment, il a pris soin de nous. Il a accepté aussi les particularités de notre famille, puisqu'on a un petit garçon effectivement turbulent, et qu'il l'a pris sous son aile. Et enfin voilà, je les revois tous les deux marcher main dans la main. Et c'est marrant parce que tous les guides qu'on a rencontrés, on n'a pas eu besoin de dire qu'on avait un enfant qui était différent entre guillemets ou en tout cas qui avait besoin d'attention. Ils en ont donné spontanément. C'est-à-dire chaque guide qu'on a eu au Pérou, chaque chauffeur a tout de suite vu parmi les 10 milliards de questions que leur posait notre fils qu'il avait besoin de cette attention-là et ont tout de suite eu cette patience de répondre, de le mettre au défi de certaines choses et de lui offrir une glace. Vraiment, ces rencontres-là, ça a fait tout notre voyage. Ça a été super chouette. Et donc, on a rencontré Oshin à Pizza et on est parti pour 4 jours dans le sud Lipès avec lui. Et là, c'est... ça y est, t'y es. C'est ça.
Ça y est, on y est. J'ai un peu peur parce qu'on sait que déjà le premier jour, c'est 8 ou 12 heures de voiture, de 4x4. Donc j'ai un peu peur parce que bah, forcément, la position qui m'est la plus pénible, c'est quand même être assise, même si ça va beaucoup mieux. Mais on décide d'être que nous. Alors on aurait pu prendre un couple avec nous parce qu'en fait, ils peuvent accueillir 7 personnes. Mais on a décidé d'être que nous. Déjà parce que on pouvait pas imposer le rythme et le volume sonore de nos 3 enfants à qui que ce soit. On n'est pas une Sympa. famille avec des enfants parfaits. Tu vois, on n'est pas la famille parfaite qu'on voit sur Instagram. Nos enfants se disputent tout le temps, Ils sont normaux, tout va bien. sont bruyants. Voilà, c'est animé, on va dire, notre famille. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on voulait que je puisse m'allonger à certains moments, si jamais ça m'était trop pénible. Et j'ai eu besoin, franchement, à certains moments de m'allonger. Et puis ça a permis aussi cette liberté des enfants de passer de l'avant à l'arrière, de bouger en fait. Ils ont besoin de bouger. Enfin, honnêtement, hein, je pense que c'est une épreuve pour n'importe quel enfant. Puis nous, on ne cède pas aux écrans. Donc, c'est vrai que 12 heures de 4x4, le premier jour est très long. En tout cas, quand tu pars de tout pizza, il faut vraiment avoir en tête, si tu as des enfants, que le premier jour est très long. Alors, certains prendront l'option des films ou des choses comme ça. Nous, on s'est dit, vous regardez par la fenêtre, quoi. La télévision, elle est là. Enfin, c'était incroyable. Et puis, Oshin, il mettait de la musique. Il avait ses playlists spéciales français et nos enfants étaient comme des fous. Il y avait du soprano à fond Voilà, c'est ça. dans la voiture. Le premier spot, on n'a même pas réussi à faire sortir nos enfants de la voiture. Ils chantaient à tue-tête dans la voiture. Je crois que c'est la seule photo qu'on a de nous deux. Oshie nous a pris tous les deux en photo devant le paysage parce que les enfants, on entendait la voiture et puis ils avaient augmenté le son pendant que le guide était parti. Ouais, c'est génial. C'était drôle, écoute. Il leur a mis plein de musique, puis il nous disait, bah, tu prends la main, tu mets la musique que tu veux. Et on lui disait, mais non, mais mets-nous de la musique bolivienne, hein, mets-nous de la musique bolivienne. Et puis en fait, il demandait aux enfants, les enfants disaient, non, 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 on veut ça, on veut ça. Pas la meilleure musique hein, que choisissent mes enfants. Hein. Ah bah, Voilà, une première journée, beaucoup de routes. On s'est arrêté sur 2, 3 spots, mais vraiment beaucoup de routes. Tu vois, on est parti peut-être à 8 h, 9 h le matin pour arriver à 20 h le soir, quoi. C'est la plus grosse partie. Après, il y a beaucoup plus de pauses. Mais là, c'était vraiment des pauses photos. Tu t'arrêtes. Au plus, on a dû s'arrêter une demi-heure, 1 heure. Enfin, il y a quand même quelques arrêts, hein. Mais la première journée, elle est éprouvante. Il faut que tu accèdes au parc, en fait. alors, vous accédez au parc. On accède, du coup, à notre premier logement, surtout. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Eh ben, c'est sommaire, quand même, hein. Faut le savoir. Écoute, non, c'est confortable dans le sens où chacun son lit, etc. Mais il fait froid. Il fait très froid. Il fait très, très froid. Alors, on avait prévu, hein, c'est-à-dire que on avait emmené dans nos bagages de quoi gérer le froid et le chaud. On avait même des petites chaufferettes, etc. Et puis, avant de partir, on allait au marché s'acheter des bouillottes. Et il nous a dit, Chine, tous les soirs, on vous fera des petites bouteilles d'eau chaude pour mettre dans le lit. On avait loué des sacs de couchage auprès de lui et on était chacun dans notre sac de couchage avec les bouteilles d'eau chaude, tout habillé avec les sous-vêtements thermiques, les vêtements. Et il fait pas chaud. Mais T'as il fait ton combien? bonnet, t'as tout. Ah, je saurais pas te dire, mais je pense que ouais, s'il fait 5 degrés dans la chambre, on est bien. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Mais par contre, tu vois, on avait une cuisinière avec nous et elle préparait à manger le matin. Elle mettait dans des petits plats qui maintiennent au chaud. Et du coup, quand on s'arrêtait, même le midi, en 10 minutes, le repas était servi, quoi. Ah, c'est Même cool pas. ça. Mais c'était génial. Et le soir, du coup, il nous servait une espèce de thé, de café, etc. Et en attendant qu'elle prépare le repas. Et je pense qu'elle se levait Valais, j'imagine, à, je sais pas, à 4, 5 heures du matin, j'imagine. Et elle nous préparait des petits déjeuners, mais De géniaux. roi? Ah oui, on a eu des pancakes, s'il te plaît, dans le sud de l'Ipèze. Non, mais incroyable. Le troisième jour, je crois, le troisième matin, des pancakes. Le quatrième, elle avait fait un gâteau. Enfin, trop chouette. Franchement, on a très, très bien mangé, quoi. Et elle nous préparait, voilà, pour le midi. À le midi, on s'arrêtait dans des lieux. Très vite, on a dit à Oshine qu'on n'aimait pas les gens, de manière générale, sur nos photos et sur les spots. Et en fait, on était tombé sur un endroit où il y avait des Français et des Belges, très, très bruyants. Ah, Très, très bruyants. c'est chiant. Typique des Français, je crois, et des Belges aussi, peut-être. Donc, on les retrouvait hein, le soir. C'était sympathique de discuter avec eux, en tout cas, le soir, autour d'un repas et des tables, etc. Mais sur les sites, et puis il y a aussi le côté Instagram de celui qui restera le plus longtemps, prendre sa photo, etc. Nous, on essaie de fuir tout ça. Et en fait, il nous a dit, il n'y a pas de problème, vous serez seul tout le temps. Et on a été seuls tout le temps. Waouh.
Tout le temps. On n'a pas eu une voiture quasiment avec nous de tout le temps. Alors effectivement, les autres arrivaient à 18h, avaient le temps de prendre une douche le soir. Nous, on arrivait, il était 20h, on passait à table. Donc, mais en même temps, la douche à 5 degrés, t'oublies très Ouais, vite. Tu te fais une idée que pendant 4 jours, tu prendras des lingettes. ouais, c'est bien. Donc non, c'était chouette parce que il a respecté ça. Tu vois, à un moment, on est arrivé sur un site où il y a des sources thermales, enfin des espèces de sources d'eau chaude. Et on arrive et on voit tout le monde qui barbote. Là, on se dit, oh, ça a l'air très agréable quand même, hein, cette eau chaude là. On n'a pas pris de douche depuis 2 jours. Et puis il nous dit, non, non, mais nous, on va aller au spot d'après. Et on lui dit, ah bon, mais il n'y a pas tant que ça de monde. Il me dit, non, mais ils vont arriver. Il y avait peut-être, oui, il y a peut-être 5 ou 6, 8 personnes dans la. Il me dit, ils vont tous arriver. Il me dit, nous, on va à un site qui s'appelle Laguna Verde. Il dit, vous allez voir, c'est magnifique. On va pique-niquer là-bas et on reviendra après. OK. Et donc, on part à Laguna Verde et le spot est incroyable, mais vraiment. Alors, à quoi ça ressemble? Il y a il y a des espèces de volcans partout en toile de fond. Il y a ce lac qui a une couleur verte, parce que bah, forcément, il porte ce nom-là. Et alors, il n'était pas tout à fait vert. Il me dit, il faut attendre, il n'y a pas assez de vent. Il me dit, c'est quand le vent se lève. Et puis, il regardait là, il me dit, ça va arriver restez là, ça va venir. Puis après, il revient nous voir, il fait, c'est pas le moment, venez, on va manger. Vous remontez après, il sera vert. Il me dit, prenez plein de photos par contre, parce que les gens vont arriver. Donc, on mange. Il nous dit, allez-y, allez-y. Et effectivement, il y a une histoire de météo, de vent, et en fait, il est apparu vert, sublime. Donc, on a fait des photos incroyables. Et là, tous les 4x4 sont arrivés pour prendre leur déjeuner. Et il a dit, c'est le moment où nous, on part. Et donc, on est retourné en arrière, aux sources d'eau chaude, et il n'y avait Plus personne. personne. D'où l'intérêt d'avoir un guide parfait. Mais c'est ça. Et on les avait pour nous tout seuls. Il m'a dit, maintenant, le lieu est à vous, quoi. Mais c'était tellement ça. De se dire, cette immensité, ces paysages, mais grandioses. Il y a des endroits, ils appellent ça les montagnes de Dali, parce qu'on dirait que la montagne a été peinte. Enfin, ça aurait inspiré Dali. C'est vraiment, les paysages sont incroyables, invraisemblables. Tu passes d'un volcan à une lagune de sel. Avant même d'arriver au Salar, tu en traverses d'autres. Pendant 4 jours, tu passes d'un paysage à l'autre. Et nous, on a été seuls tout le temps. Alors les gens nous disaient, oh là là, qu'est-ce que vous arrivez tard à chaque fois sur l'auberge? Et on leur disait, pourquoi vous êtes là depuis quelle heure? Et ils disaient, 17h, 18h. Donc, au pas de course, vous, hein. Et nous, jamais, en fait, jamais Oshi nous a dit, allez, allez, on avance. Jamais. Le seul moment où vraiment il aurait pu nous dire, on se dépêche, c'est parce qu'il faut pas louper le coucher de soleil sur le Salar le dernier jour. Mais même pas, parce que là, il avait prévu largement l'avance. Et le retard qu'on prenait, c'est parce qu'il dépannait sans arrêt les voitures des autres. Il était vraiment adorable. Mais donc les autres crevaient, tombaient en panne. On l'a vu fabriquer un bouchon de réservoir avec un morceau de bois entre deux troupeaux d'alpagas. C'est vraiment invraisemblable. Donc à chaque fois, on restait une demi-heure, 1 heure à dépanner. Mais nous, du coup, on avait tout ce temps-là pour apprécier et pour marcher. Moi, c'était important pour moi aussi que j'ai des moments pour marcher. Donc ça a été idéal. Enfin, on a vraiment vécu cette visite dans des conditions idéales, mais il fait froid la nuit. Enfin, faut vraiment. Je pense que tout le monde se le dit, mais il faut vraiment en avoir conscience. Il fait très froid la nuit. Mais juste pour qu'on comprenne bien, vous étiez 4 jours là-bas. Oui. La première journée, c'est pour arriver jusqu'au parc. Et après, vous aviez des itinéraires différents pendant les 3 jours qui ont suivi. Là, tu viens de nous décrire un peu les paysages que vous avez vus. Est-ce qu'il y a un point ultime dans ces 3 jours où en fait c'est vraiment 3 jours de parc avec une avalanche de paysages différents? Quand tu le fais dans ce sens-là, le but c'est que le point ultime ce soit le Salar de Uyuni. Ok. Après, il existe plusieurs boucles, ils en proposent plusieurs. Et nous, tu vois, on avait tellement vu justement des trucs sur Instagram, on lui a dit, ça on veut voir, ça on veut voir, ça on veut voir. Et il me dit, tu veux voir ça parce que tu l'as vu, mais c'est pas le plus beau. On dit, moi, je te conseille ça. Et effectivement, nous, on l'avait pas vu, ce qu'il nous proposait. Alors c'est quoi ça? Alors, il nous proposait une boucle qui passait par un endroit qui s'appelle Laguna Negra. Et il nous le proposait pour 2 raisons. La première, c'est parce que il trouvait ça plus beau qu'un endroit où tu vas et en fait, il y a on appelle ça un arbre pétrifié, en roche pétrifiée. On le voit souvent, celui-là. Il dit, je vais aussi vous emmener voir des roches pétrifiées, mais il n'y aura pas l'arbre. Il dit, mais par contre, vous verrez la Laguna Negra. Et il dit, le deuxième point important, c'est que on avait discuté. On lui avait parlé du mal des montagnes de Loane. Et il nous a dit, ça nous permettrait aussi la deuxième nuit de dormir à une autre auberge qui est moins en altitude et qui est plus confortable peut-être pour vous, pour une famille. Donc il nous conseille comme ça et on a décidé vraiment de lui faire confiance. Et effectivement, du coup, la deuxième ou la troisième nuit, je pense que c'est la deuxième ou
La deuxième, pardon. La deuxième nuit, tu dors, on a descendu un peu. Là, on aurait dû dormir à 5 200 mètres, on a dormi à 4 007. Donc, ça change quand même énormément les choses d'être en dessous de 5 000 mètres. Et nous, ça a changé le fait que Lohan n'avait pas supporté 5 000. Donc, monter au-dessus de 5 000, ça crée quand même une angoisse pour moi, qui était de me dire comment il va aller. On passe 4 jours à 4 500 à peu près. Donc, on a décidé de suivre son conseil et on a découvert Laguna Negra, qui est un site qu'on a trouvé incroyable, à la fois vu du ciel, parce que du coup, on a cet avantage, c'est qu'avec le drone, on voit un petit peu à quoi ça ressemble du ciel, et vu d'où on était. On a 3 enfants et on n'est que 2, donc il y a des choses que d'habitude on ne fait pas parce qu'il faut leur tenir la main quand il faut un peu escalader, etc. Et Oshin a vraiment pris à cœur d'avoir toujours un enfant avec lui au bout de sa main, et donc du coup, et quand c'était pas lui, c'était la cuisinière Valée qui s'occupait avec nous de nos enfants. Plus qu'un guide, ça a été une nounou, quoi. Vraiment incroyable. Et tu vois, il y avait des endroits où c'était comme des mares de glace, donc ils les emmenaient faire genre comme du patin à glace, ils faisaient des glissades tous ensemble, c'était drôle. Et à cet endroit-là, il y avait ça. Il y avait des barres de glace, il y avait des alpagas et des lamas qui se baladaient. C'était vraiment incroyable. Et cette lagune toute noire enfin, c'était un site improbable. On a pu monter en hauteur comme ça pour observer. Et pourquoi c'était noir? Ça vient d'où? Alors c'était pas, enfin ça faisait sombre. C'est pas, l'eau n'est pas noire en soi, l'eau elle est, mais en fait c'est un peu boueux en dessous, donc à cet endroit-là. Et d'ailleurs elle a plusieurs autres noms. Elle s'appelle pas que Laguna Negra. Alors je ne saurais pas te dire les 3 autres noms, mais elle fait beaucoup plus sombre que les autres parce qu'il y en a où elles sont vraiment turquoises ou blanches à cause, tu sais, il y a un espèce de minéral là-bas qu'ils exploitent pour faire, alors je crois que c'est des pare-brises, enfin quelque chose de très dur. Un autre où c'est pour du savon. Enfin il y a des il y a des minéraux comme ça qui font qu'il y a des espèces de lagunes toutes blanches. Et il y en a d'autres qui sont vraiment vertes, alors sans doute un peu plus acides aussi que d'autres. Tout dépend en fait des terrains. Et là, en fait, c'est vraiment un endroit où tu es sur comme de la boue. D'ailleurs, il y avait un endroit, il dit, bah, là d'habitude, il y a de l'eau, il n'y en a pas. Et puis, on arrive à cet endroit où il y avait de l'eau. Il dit, bah, je vous préviens, vous verrez le Big Five du sud de Lipez. Et donc, je dis, c'est quoi le Big Five? Moi, je connais celui de Tanzanie, mais Bah je oui, c'est connais pas ça. celui du sud de Lipez. Il me dit, alors attends, est-ce que je vais te retrouver? Il me dit, vous verrez des viscaches, qui sont des espèces de chiens de prairie là-bas, des lamas, des autruches, des vigognes bien sûr, et il nous a dit quoi? Il y avait un autre animal, je crois que c'était le condor. Voilà, moi il nous a dit peut-être le puma aussi, hein. Et c'est quoi des vigognes? En fait, c'est comme des lamas. Tu sais, il y a plusieurs sortes de lamas. Enfin, plusieurs sortes de lamas, non, mais Ça ressemble à un lama. oui, c'est plus sauvage, c'est protégé aussi d'ailleurs. Donc on a vu des alpagas, bien sûr. On a vu tous les animaux qui nous avaient prédits, sauf le puma. Mais le puma, il nous l'a montré en pierre pétrifiée. Il nous a eu. Il nous avait dit, vous aurez un puma. Et en fait, c'était une roche qui a une forme de puma. Bon an, mal an, il a pas menti. Écoute, il nous a fait le Big Five. Incroyable. Ouais, trop bien. Et il a réussi effectivement à nous amener pile au coucher du soleil. C'était pas gagné, hein, parce qu'il y a une voiture qui est tombée en panne, donc il nous a déposé à un endroit où il y avait, on pouvait goûter des bières locales, donc on est très bien, hein, un baby-foot et des bières. On a attendu patiemment. Et il a été dépanné notre voiture qui n'a jamais redémarré. Et on a fini donc les deux derniers points. Donc c'est le Laguna Colorado. Et celui-là, il est exceptionnel. Ah oui, les flamants roses, c'était le dernier animal que je t'ai pas dit. Parce que du coup, cette lagune-là, il y a plein, plein, plein de flamants roses. Elle est rose aussi, cette lagune. Donc en fait, tu passes voilà, d'une lagune noire à rose, à bleu, à blanche, à... C'est incroyable Et cet endroit. Colorado, c'est quoi du coup? Colorado, c'est plus rose pour le coup. C'est une lagune qui abrite une colonie de flamants roses par milliers. Et tu peux faire toute une boucle. Alors tu montes un peu sur les hauteurs pour apprécier la vue un peu d'en haut. Sur le côté, tu as comme un volcan. Enfin, c'est très très chouette. Et après, tu te balades tout en bas. Et c'est vrai que nous, quand on est arrivé, il y avait 5-6 4x4. On s'est dit, ah, ça y est, ils sont tous là. Mince. Mais les gens repartaient. Ah, Donc très nous, on a bien. commencé la boucle, les gens repartaient. Donc en fait, ça a été. Et quand on en a discuté après avec les autres, quand eux sont arrivés beaucoup plus tôt que nous, il y avait une quinzaine de 4x4 en fait. Donc nous, non, non, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le site. Pas du Ah tout. ouais, rien à voir. Non, non, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Et puis les gens avaient déjà commencé quand nous, on a commencé la boucle, les gens étaient déjà sur le bas de la boucle. Donc on a vraiment apprécié ce moment. C'était très, très beau. Enfin, les flamants roses qui volent là au-dessus de la lagune. C'est improbable. Enfin, moi, ma fille s'est arrêtée, elle s'est assise sur une pierre, elle a posé son menton sur son poing et elle était en pause. Elle a regardé, elle m'a dit, mais c'est incroyable, maman. On n'est pas au zoo, me dit Génial. mon fils. Je fais, non, on n'est pas au zoo. Maman n'aime pas les zoos, elle ne t'emmène pas au zoo. Elle voit la nature dans la nature.
Exactement. C'est ça qui est vraiment chouette. Bon, du coup, à chaque fois, ils nous mettent au défi de leur faire rencontrer d'autres animaux dans la nature. Donc, Ah oui. on échappera pas à un voyage en Afrique un jour. Mais là, voilà, le dernier point, c'était cette lagune-là. Pour finir ensuite au coucher du soleil sur le Salar. Et l'avantage, c'est que tu le fais du coup au coucher du soleil et au lever du soleil. Donc, tu arrives sur le Salar au coucher du soleil. Et on a vécu un moment improbable. Même lui a pris des photos, notre guide, tellement c'était improbable. C'est-à-dire que le soleil s'est couché d'un côté et la lune s'est levée de l'autre. On a vécu un truc où devant nous, le soleil se couchait et dans notre dos, en fait, nos enfants qui avaient froid étaient restés dans la voiture, toque à la vitre et nous dit, regarde maman, le soleil se lève de l'autre côté. Alors je trouvais ça très improbable parce que du coup, il se couchait d'un côté puis se levait de l'autre. Et on lui dit, mais non, c'est un lever de lune. Ah là là, ce moment où la lune se lève d'un côté pendant que le soleil se couche de l'autre, on s'est dit, mais on est en train de vivre un moment exceptionnel. En plus, tu viens de rouler pendant sur ce désert de sel, c'est déjà incroyable. Et à perte de vue, le blanc, c'est vraiment ce moment est magique. Après, je sais qu'il y en a qui restent jusqu'à la tombée de la nuit pour faire des images avec des flammes, des machins. Nous, voilà, on voulait vraiment privilégier, pour le coup, on savait que sur le dernier hôtel, il y avait peut-être possibilité de prendre une douche. Et on voulait le confort des enfants, donc on a dit non, 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 nous, on attend le coucher du soleil, prend les photos du coucher du soleil, et après, on rentre au dernier hôtel. Le dernier hôtel, c'est un hôtel de sel, qui est tout en sel. Juste pour qu'on comprenne au Salar, vous avez donc roulé déjà dans ce désert avant d'arriver à ce point au coucher du soleil? Oui, en fait, tu arrives au bord du Salar, d'un seul coup, hein, tu vois que tu es en train de, quand tu commences à rouler sur le sel, et là, il t'emmène au milieu. Enfin, au milieu, non, parce que c'est tellement immense. T'es pas au milieu. Mais il t'emmène à un lieu où tout autour de toi, c'est blanc à perte de vue. Il s'arrête, et alors il s'arrête suffisamment loin des autres 4x4, parce que là, pour le coup, tous sont là, bien sûr. Et là, tu vois, là, il te dit, ben, le coucher de soleil arrive. On est arrivé pile poil, hein, vraiment. Et on a senti qu'il speedait un peu parce qu'il a mis ouais, une bonne heure à réparer l'autre voiture et ils n'ont pas réussi. Et ils savaient, voilà, ils savent que c'est le point ultime, c'est que les gens veulent voir le coucher de soleil sur le Salar. C'est exceptionnel. Ok. Donc on s'est couvert, on est sorti, on a regardé le coucher de soleil sur le Salar et ensuite on a rejoint notre hôtel de sel. Un hôtel de sel. Ça doit être dingue. Ouais, tout en sel. Mais même les tables, le lit, tout est en sel, c'est incroyable. C'est-à-dire avec le sel, ils font des sortes de briques, enfin de parpaings. Oui, de parpaings. Et du coup, alors là où on avait quand même réussi à rapprocher nos lits dans certains hôtels pour tenir chaud, là c'est pas possible, hein. Parce que du coup, ton sommier, c'est du sel. Mais on a eu plus chaud dans cet hôtel-là que dans les autres. Il était mieux isolé. Et il y avait une douche chaude. Incroyable. Personne n'osait y aller. Et quand on est sorti, les gens nous ont dit, mais elle est vraiment chaude. Je fais, ah oui, non seulement elle est chaude, mais il y a de la pression. Et je m'étais lavé les cheveux. Je dis, regardez. Ah, du coup, tout le monde a pris à sauter dans la douche parce que bon, les gens pensaient pas qu'elle serait vraiment très chaude. Et en fait, si, il y a une chaudière avec un système à gaz. Enfin, c'était laborieux à mettre en route. Mais on a tous pu apprécier une bonne douche chaude et avant d'aller se coucher. Mais pareil, vraiment chouette, chouette moment. Et Oshi nous demande ce soir-là, nous dit, qu'est-ce qu'on fait demain matin? Bah, je dis, bah, nous, on veut voir le lever de soleil sur le Sahara. J'ai un peu comme tout le monde, hein, forcément. Et il dit, oui, mais là, faut se lever à 4h30, 5h du matin. 4h30, je crois. Ça fait tôt pour les enfants. Et puis, il me dit, il va faire vraiment très, très froid. Je dis, on a tout prévu. On a les bouillottes, on a des petites chaufferettes Décathlon pour les mains de nos enfants. Il dit, non, mais il va faire vraiment très, très froid. Le lever de soleil, en fait, tu peux aller le voir sur une île de cactus qui est au milieu du Salar. Et des immenses cactus, hein, ils sont bien plus grands que nous, ils font 2, 3, 4 mètres. Et tu te places sur cette île, tout en haut de cette île, et tu vois le lever de soleil sur le Salar. Et c'est bête, hein, mais une fois que tu l'as vu partout, tu te dis, je veux faire pareil, quoi. Et puis, tu vois, c'est dingue parce qu'il y a plein d'endroits que tu vois partout et que du coup, quand tu les vis pour de vrai, tu te dis, ah, c'était un peu pimpé sur Internet ou c'était le Salar, pas du tout. C'est tout aussi beau que ce que tu peux voir. Et j'ai dit, ah non, non, les enfants, on se lève. Au pire, ils restent dormir dans la voiture et nous, on monte, quoi. Et il insiste un peu. Du coup, on s'est dit, bon, on va demander aux enfants ce qu'ils en pensent. Et ma grande, qui est une aventurière avec Kiri maintenant, me dit, ah non, non, mais moi, je veux aller à l'île aux cactus, hein. Je veux voir le lever de soleil. Et les autres nous disent, non, 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 nous, on veut dormir. Les garçons ne voulaient pas. Donc, on trouve un compromis qui est, on vous obligera pas à sortir, mais on y va. Et puis, en fait, arrivé là-bas, on s'est dit, mais c'est incroyable. On va les obliger à sortir. On peut pas les laisser. Donc, on a fait nos parents indignes, vraiment, ce jour-là. On les a emmitouflés comme on a pu. On les a pris dans nos bras. J'ai glissé des chaufferettes dans les chaussures et dans les gants. Et j'ai dit, et vous montez. Et en fait, l'effort va vous réchauffer. Effectivement, moi, l'effort, j'avais chaud hein, de monter en haut. Mais on n'a pas réalisé, en fait, nos garçons sont tout fins, tout menus, tout, et donc ils ont vite eu froid. Donc je pense que pour eux, ça a été le moment le plus pénible, alors que pour nous, ça a été le moment le plus magique.
Donc, ce lever de soleil sur le désert de sel, sur l'île aux cactus, j'en garde un souvenir, je pense, à vie, quoi. Et je pourrais le refaire, je le referais, même malgré le froid, malgré tout ça. T'y vas, t'as rien, t'as pas un chocolat chaud dans le ventre, t'as pas un café pour ceux qui boivent du café, on te réveille, tu traces. En plus, nos chaufferettes, on s'est pas rendu compte, mais ça fonctionne moins bien avec l'altitude et puis il faut un truc chaud pour les mettre en route. Donc, on dit à Ocean, allume le chauffage à fond, qu'on active les chaufferettes dans le chauffage. On leur a glissé tout ça dans les poches. Ça a plus ou moins bien marché, mais c'est vrai que notre plus petit a eu très froid. Et après, il voulait plus rentrer en voiture. Une fois qu'il s'était habitué au froid, qu'il avait son chocolat chaud dans les mains, parce qu'après, il nous faut un petit déjeuner sur des tables installées dans le désert de sel. Le lieu est tellement touristique que au pied de l'île aux cactus, ils ont construit des tables en sel. Et donc, chaque 4x4 s'arrête à une table. Et ils te dressent le petit déjeuner comme ça, avec un gros gâteau. On avait un gros gâteau au yaourt. Dans le désert, en plein milieu du désert de sel, tu prends ton petit déj. Normal, j'ai envie de te dire. Et donc, il est resté dehors, il a pris le petit déj avec nous. Notre plus grand, il s'est caché au fond de la voiture. Il a dit non, 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 moi j'ai trop froid. Mais après, voilà, c'est aussi la particularité de notre petit garçon, il ressent tout très intensément, que ce soit les émotions ou il a aussi une sensibilité tactile très, très, très importante. Donc, je pense qu'il a eu très, très froid. Mais il s'en souvient, il n'en garde pas un mauvais souvenir. Donc, on se dit, est-ce qu'on a eu raison de vous forcer à aller là-haut? Il me dit oui, ne serait-ce pour la photo de nous en famille. Tu vois, on était là-bas tous ensemble. C'était important pour nous. Non, c'était chouette. Bah alors, il se passe quoi après? Après ce petit-déj? Bah, après ce petit-déj, il nous ramène sur la ville donc de Uyuni. Le salar d'Uyuni se trouve proche de la ville d'Uyuni. Et Oshin nous prévient. Il nous dit, je vous avertis, vous n'allez pas aimer. Uyuni, c'est moche, c'est horrible. Je lui dis, mais tu nous dis ça parce que tu viens de Tupizza. Et il me dit, non, 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 c'est très pollué. Il me dit, je pense que le désert, le vent ramène énormément de pollution. Et il me dit, ou alors là-bas, ils sont très très sales, mais c'est très pollué. Et effectivement, donc on s'arrête un peu avant Uyuni. On a visité deux sites. On a visité le cimetière des trains. Il y a un endroit où il y a plein de trains qui restent. Ils ont fait une balançoire à l'intérieur. Et puis, il y a un artiste qui a construit avec des morceaux de ferraille, des reproductions des robots de Transformers, tu vois, un truc improbable. Bon, ça a plu à notre gamin. Donc, on a pris deux, trois photos là. Et puis, il nous dit, ben, là, on rentre dans la ville. Et effectivement, j'ai ce souvenir d'avoir des espèces de grillages là sur les côtés. Une accumulation de plastique le long de ces grillages. Et il me dit, tu vois, comme c'est pollué ici. Parce que c'est quelque chose, on avait beaucoup discuté avec lui, hein, de cette sensibilité qu'on a avec la nature, avec les dégâts que fait l'homme et nous aussi, hein. On voyage, hein, donc on s'estime, déjà on a 3 enfants, on n'est pas très écolo. Donc on s'estime quand même pas voilà, les plus aguerris là-dessus, mais vraiment ça nous a frappé de voir autant de pollution partout. Mais de pas pouvoir se baigner sans ramasser un morceau de plastique, c'est quand même dingue, quoi. Et ça, on l'a vécu au Mexique, on l'a vécu un peu moins au Brésil parce que bon, ils font attention sur les plages. Mais là, oui, au Pérou, on en a vu beaucoup. Et à cet endroit-là, il m'a dit oui, je crois que c'est la pire ville pour lui parce qu'il me dit c'est omniprésent ce plastique-là. Et effectivement, c'était fou, cette arrivée à Uyuni, ça nous a, on est redescendu, on était l'ascenseur émotionnel. On était au 10 000e étage avec le Salar d'Uyuni, hein. Et là, boum, on arrive dans une ville qui fait un peu ville dortoir, en fait. C'est vraiment le point de départ de toutes les excursions dans le Salar. Donc nous, le but, c'était de partir vite, vite, vite de cette ville, hein. On s'était quand même pris un hôtel, mais c'était juste pour se reposer avant un bus de nuit. On avait décidé d'emblée qu'on n'y resterait pas. Donc Oshin nous a déposé vers 13 heures. On a mangé un truc vite fait. On avait pris un hôtel pour pouvoir prendre une douche et se reposer. Et là, consternation, douche froide, hôtel très très froid. On a demandé un chauffage d'appoint parce que vraiment humide et froid. On a eu toutes les peines du monde à avoir 2-3 heures de sommeil. La douche glacée. Mon fils, qui avait refusé de prendre sa douche dans le désert de sel alors qu'elle était bien chaude, nous avait dit non, 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 moi je la prendrai dans un vrai hôtel demain. Et il était bien décidé. Du coup, je lui ai dit maintenant, vas-y, il s'est retrouvé sous une douche froide, le pauvre. Et on a tout de suite pris un bus de nuit pour retourner à La Paz. La question s'était posée entre La Paz et, alors comment on dit, Cochabamba, enfin bref, une autre ville qui nous aurait permis d'aller sur un site où on voit aussi des traces de dinosaures, enfin Toro, ça s'appelle. Donc ça nous tentait bien, mais on était tous éprouvés après ces 4-5 jours, donc on s'est dit on va à La Paz d'abord et on avise là-bas. Est-ce qu'on continue en Bolivie? Parce que la question de l'Amazonie se posait encore. Est-ce que, au contraire, on part en Colombie? Puisque la question se posait sur quelle était la suite de ce voyage. Voilà. Donc, est-ce qu'on prolonge la Bolivie? Est-ce qu'on va en Colombie? Est-ce qu'on change tous nos plans?
Donc on est retourné sur La Paz, qu'on a visité sur 2 ou 3 jours. On avait repris le même hôtel qui était très chouette. On avait un appart-hôtel en plein centre. On a plus apprécié la ville du coup cette deuxième fois. Comme quoi? On a l'habitude d'être ensemble, donc déjà les peu de fois où on est séparés, moi je suis pas sereine. Encore que on avait fait du shopping avec ma fille, c'était très chouette, hein, mais voilà, on a fait 2-3 achats qu'on n'avait pas pu faire. On avait fait du repérage, on va dire, avec ma fille. Donc là, chaque enfant voulait une trousse pour la rentrée scolaire. Ça commençait à se profiler pour eux qu'il y allait avoir un retour quand même. Donc, ils avaient leur petite trousse en tissu, voilà, typique de là-bas. Moi, je me suis acheté un châle. Je m'achète toujours des boucles d'oreilles dans tous les pays où je vais. Donc, j'avais repéré des petites boutiques. Donc, j'avais été faire ce petit shopping-là. Et puis, on a visité d'autres quartiers aussi. On a découvert un bar très sympa sur le thème de Harry Potter, le truc improbable aussi. Ma fille était ravie. Donc, on a passé 2 jours sur La Paz qui était nécessaire pour organiser la suite, parce que dans ces voyages au long cours, il y a des pauses nécessaires purement organisationnelles en fait. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que très régulièrement, tu te retrouves jusqu'à 2 heures du matin alors soit moi alimenter notre compte Instagram, puisque du coup je suis la plume derrière le compte Bibi Family Trip, donc j'alimente ça le plus possible en dehors de nos temps en famille, donc souvent quand les enfants sont couchés, donc je me couche tard pour le coup. Et puis aussi, c'est moi qui organise tout, ce qui est réservation d'hôtel, etc. Pour le coup, mon mari se laisse porter sur ce côté-là. Mais voilà, quand on loue des voitures, c'est lui qui conduit. Voilà, chacun son truc. Donc voilà, la question se posait sur qu'est-ce qu'on fait ensuite. Et voilà, moi j'avais mal, parce que j'ai à nouveau commencé à avoir très mal. Et je me voyais ni subir 4 jours en Amazonie dans des conditions un peu précaires, ni aller en Colombie où les trajets sont très très longs. C'était vraiment le point noir pour nous. Et là, 1 heure de taxi, ça devenait déjà pénible. Donc l'idée s'est imposée pour nous de retourner au Brésil, puisque de toute façon, notre vol de retour en France partait du Brésil. On a commencé à étudier toutes les possibilités, notamment de frontières terrestres, hein, puisque notre but c'était de prendre le moins de vols possible. Et c'était pas possible en fait d'avoir que des bus de nuit couchettes, parce que du coup moi je ne pouvais voyager qu'à Alger, en tout cas en majorité à Alger. Donc on a pris 1 ou 2 vols, je sais plus, 1 vol je crois. On a réussi à trouver un vol La Paz Sao Paulo. Et ensuite on a visité, ou même pas, je crois qu'on a fait on a fait La Paz Sao Paulo, et Sao Paulo on est monté tout au nord à Natal au Brésil. Et ensuite on est redescendu par voie terrestre jusqu'à Sao Paulo. On a refait, donc après avoir fait le sud, on a fait le nord. C'est magnifique le nord du Brésil. C'était très très beau, très très chouette. Ma fille, si on lui demande, elle nous dit j'ai surfé à Pipa. C'est son souvenir. J'ai surfé à Pipa. À Noël, tu veux quoi? Je veux une planche de surf. Je dis faut qu'on déménage. Oui, parce qu'en Essonne, elle va pas beaucoup l'utiliser. Et oui, c'est compliqué. Alors en Bretagne, elle pourrait. Quand on va en Bretagne, elle pourrait. Et elle garde aussi le lever de soleil sur l'île aux cactus, comme quoi. Ce moment qui nous a marqué émotionnellement, c'était très intense. Et elle, ça l'a marqué aussi, mais elle est plus grande, plus aguerrie, plus aventurière aussi, je pense. Donc c'est mini-moi. C'est rigolo d'ailleurs. On s'arrête là pour cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour les coups de cœur et le guide pratique de Rose sur leur séjour en Bolivie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à familleetvoyage_blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog familleetvoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.